Bien, Marc, je te remercie pour ton introduction en douceur qui, bien entendu, restera dans les annales. Et je souhaite également remercier la FEF et son secrétaire pour cette invitation 2 jours après l'entrée au Panthéon d'autres spécialistes de la résistance, ce qui me donne évidemment une perspective tout à fait glorieuse. Alors j'ai oublié ma diapo de disclosure, mais c'est la même que Marc finalement, donc ça n'a pas d'importance. Bien, je vous ai montré cette diapositive très souvent et je vous la montre encore juste pour qu'on se remette dans le concept de la résistance et qu'on se souvienne bien que la résistance, c'est la présence de variants viraux résistants préexistants qui sont là dès le début et qui vont être sélectionnés par l'administration du traitement qui va faire que ces variants vont s'amplifier, vont remplir l'espace de réplication et au moment où on va arrêter le traitement, eh bien, certains de ces variants vont repartir, la population de variants résistants va décroître, c'est ce qui se passe par exemple avec les inhibiteurs de protéase. Mais il y a un autre modèle où les variants résistants ont acquis du fitness, c'est-à-dire une capacité à se répliquer, à rester dominant. Et lorsqu'on va arrêter le traitement, le variant résistant va rester éventuellement longtemps. C'est le modèle des inhibiteurs de NS5A. Alors dans la première partie, je voudrais revoir avec vous la caractéristique des résistances associées aux différentes classes de médicaments que Marc vous a présentées à l'instant. Et on va commencer par la première des 4 classes, qui est les inhibiteurs de protéase. Alors, le mécanisme d'action des inhibiteurs de protéase, il est simple. C'est le site catalytique de l'enzyme qui est ici. On le voit en plus gros. L'inhibiteur de protéase vient se coller à l'intérieur du site catalytique et l'empêche de réaliser sa fonction, c'est-à-dire de découper la polyprotéine virale. Et vous comprenez tout de suite que si des mutations surviennent dans cet environnement-là, ça va changer la forme du site catalytique. Le médicament ne sera plus possible de venir se coller à l'intérieur et donc le virus correspondant sera résistant à l'action du médicament. Alors la résistance est assez bien connue pour les inhibiteurs de protéase. Je vous décode cette figure qui vient du Forum for Collaborative HIV Research qui a le groupe HCV Drag. Vous avez ici la séquence complète de la protéase, ici les différents médicaments, Bosset, Tela, Siméprévir, Paritaprevir, et les mutations. Et vous voyez qu'un certain nombre de mutations confèrent une résistance croisée à l'ensemble des molécules de la classe. C'est par exemple le cas des mutations en position 155, si je retrouve ma flèche, là voilà, qui confèrent la résistance à toutes les molécules de la classe. C'est également le cas des mutations en position 168, avec des variations au niveau des mutations. C'est la même position, ça peut être des acides aminés différents. Et puis certaines mutations sont plus spécifiques de certaines molécules. Par exemple, V36 et T54, qu'on a beaucoup vu avec Bossetela, mais qu'on ne voit pas avec le Siméprévir. Et puis la fameuse Q80K, qui elle est très spécifique du Siméprévir et pose des problèmes en pratique clinique. Deuxième classe thérapeutique, ce sont les inhibiteurs de NS5A. NS5A est organisé en dimères, 2 molécules de NS5A organisées à la surface de la membrane du réticulum endoplasmique. Et la cible, c'est le domaine 1. Et de la même façon, les inhibiteurs de NS5A vont venir se coller ici dans le domaine 1 du dimère. Et la présence de substitution aminoacidique va gêner cette interaction et va conférer la résistance avec, selon le même principe, la séquence complète de la protéine NS5A, d'aclatasvir, lédipasvir, ombitasvir. Et vous voyez ici que les résistances croisées sont la règle, c'est-à-dire que les mêmes mutations confèrent un niveau très élevé de résistance à l'ensemble des molécules de la classe. C'est le cas des mutations en position 28, en position 30 et 31, et de la mutation en position 93 qui confère un niveau de résistance très élevé, avec là encore, en fonction des génotypes, différents acides aminés qui peuvent être présents comme mutés, mais qui ne sont pas le wild type et qui sont associés à une résistance importante, et des variants qui sont très fit, qui se répliquent très très bien chez les patients chez qui ils ont été sélectionnés. Troisième classe de médicaments, les inhibiteurs non nucléosidiques de l'ARN polymérase. La cible ici, c'est l'enzyme ARN polymérase, mais la cible n'est pas le site catalytique, contrairement aux inhibiteurs de protéase. C'est un site allostérique à la surface. Alors il y a 4 sites qui ont été décrits, 2 sites dans la région du pouce, 2 sites dans la région de la paume, puisque cette polymérase est censée avoir la forme d'une main droite. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour ça, mais enfin, croyez-moi sur parole. Et donc, le mécanisme d'action, c'est que l'inhibiteur vient se coller comme ça à la surface de la polymérase, et l'interaction va transformer la polymérase, va changer sa forme tridimensionnelle, et elle va devenir non fonctionnelle. Donc, c'est un mode indirect d'inhibition. Et vous comprenez également que s'il y a dans cette région, ou pas trop loin, mais pour modifier la forme de cette région, des mutations, des changements aminoacidiques, ils vont empêcher la fixation de l'inhibiteur allostérique et donc rendre le virus résistant. Et on a décrit un certain nombre de mutations qui sont associées à la résistance à ces inhibiteurs.
Pour le dazabuvir, on sait que la mutation en position 556 est la mutation la plus importante. On a également des mutations en position 414 et la position C316 est également associée à la résistance au dazabuvir. Et le beclabuvir, qui a une cible différente, va avoir un profil de résistance complètement différent, sans résistance croisée entre les deux molécules, avec des mutations qui confèrent la résistance en position 421 et 495. La dernière classe de médicaments, ce sont les analogues de nucléotides, comme le sofosbuvir. Leur cible est le site catalytique, mais leur mode d'action est complètement différent, puisque ce sont des molécules qui sont incorporées dans la chaîne d'ARN en synthèse, et cette incorporation bloque l'élongation de la chaîne. Donc vous voyez que ce n'est pas une interaction directe avec la polymérase, c'est une interaction avec l'ARN viral, et de ce fait, ces molécules ont une barrière contre la résistance élevée. Elles sélectionnent néanmoins un certain nombre de virus résistants, avec des mutations qui ont été décrites en position 282, 321 et L159, mais ces variants qui ont ces mutations ont un défaut de fitness, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de se répliquer à un niveau élevé, et donc même s'ils sont sélectionnés, on va très rarement voir une réascension de la charge virale et très rarement se trouver dans une situation de résistance clinique. Alors vous avez ici l'illustration de cela, puisque vous avez l'interaction du primer avec l'ARN ici, et vous voyez que la mutation en position 282, elle est dans le coin, celle en 159, elle est dans le coin aussi, 316, donc tout ça va interférer avec le processus de réplication. Voilà ce qu'il faut savoir sur la résistance aux antiviraux, aux nouvelles classes de DA. Comment est-ce que tout ça maintenant s'organise sur un plan plus clinique? Et comment, en particulier, peut-on comprendre aujourd'hui la résistance dans le cadre des régimes sans interféron? Alors voilà les options qui sont disponibles aujourd'hui en 2015, c'est celles qui ont été retenues par les guidelines de l'ISOL, il y en a 6. Sofosbuvir, ribavirine pour le génotype 2-3, Sofoledi pour 1, 4, 5, 6, la 3D Abvi pour le génotype 1, Sofosime pour 1, 4, Sofodacla pour tous les génotypes, et la 2D sans dazabuvir pour le génotype 4. C'est autour de ça que je vais essayer de discuter aujourd'hui. Première question, très importante, quelle est l'influence de la présence de variants viraux résistants à baseline sur ce qui va se passer au cours du traitement sans interféron? Et on commence à avoir des données qui nous indiquent qu'il se passe quelque chose et qu'il y a une influence de la présence de ces variants, au moins à des quantités importantes qui sont détectables par les techniques d'aujourd'hui. Ça, c'est l'étude Cosmos. Alors regardez bien, c'est censé être visuel. Vous avez la barre des SVR très élevée sur la corde dans son ensemble, et paf, lorsqu'on regarde juste le sous-groupe de malades qui sont infectés par un génotype 1A et qui ont cette mutation Q80K détectable par des techniques de séquençage direct, ça veut dire qu'il y en a une certaine proportion quand même, certainement plus de 10%, 20% dans la population de virus, eh bien, on voit que le taux de SVR diminue. Il y a une influence négative, mais les taux de SVR restent cependant relativement élevés. Si on regarde la même chose avec la présence de variants viraux NS5K, on voit la chose suivante. Pas de variants détectables, encore une fois, avec des techniques peu sensibles à 10-20% de seuil inférieur, 97% de SVR. Mais s'il y a des variants, on est à 92. Alors vous allez me dire, ce n'est pas significativement différent, évidemment, ça ne l'est pas. La différence est minime, mais il y a quand même une différence. Il y a un moins 5% qui est à peu près le même que le moins 5 à 7% que je vous ai montré juste avant sur les diapos de Cosmos. L'idée, c'est qu'en fait, tous les variants ne sont pas égaux et que certains variants sont associés à un effet, à un impact sur la SVR, d'autres ne le sont pas. Et si vous regardez ici, la mutation K24R, elle n'altère pas la réponse virologique prolongée, mais la M28T, que je vous ai montré tout à l'heure comme une mutation importante de résistance aux inhibiteurs de NS5K, elle a un impact. On descend à 86%. La Q30R, elle a un impact aussi, on descend à 82%. Et puis les mutations en position 31 et 93 ont un impact, on descend de presque 10% par rapport aux virus qui n'ont pas, aux patients qui n'ont pas de variants, aux virus qui n'ont pas de variants virorésistants. Donc, il y a également un impact qui n'est pas négligeable et qui sera encore plus important dans la vie réelle, bien sûr, de la présence de certaines de ces mutations. Et on se rend compte en fait que ce qui est important, ce n'est pas la mutation elle-même, c'est le niveau de résistance qu'elle confère. Et vous ne serez pas surpris de constater que si on regarde le niveau de résistance intrinsèque conféré par la mutation et qui peut être testé in vitro, les mutations qui confèrent un niveau de résistance élevé sont associées à une diminution de la SVR, 92% chez les traitements naïfs de génotype 1 sous sofolédipasvir, alors qu'il n'y a pas d'impact des mutations qui ne confèrent pas un niveau de résistance élevé, et évidemment pas d'impact quand il n'y a pas de mutation. Et chez les malades expérimentés, l'impact est encore plus important,
puisqu'on descend à 67% avec un niveau de résistance au-dessus de 100 in vitro et pas d'impact pour les mutations qui confèrent un niveau de résistance limité. Donc tout ça n'est pas surprenant, mais encore fallait-il le montrer et ça a été démontré. Puis un élément qui est intéressant, c'est le rôle de la ribavirine. Et en fait, la ribavirine, lorsqu'elle est ajoutée, elle atténue cet effet des mutations, et ça a été bien montré dans le travail de Sarrazin, qui est en fait cette compilation des fameux 513 malades de Marc, qui sont devenus ceux de Raj Reddy d'ailleurs, et qui montre clairement que lorsqu'on a des variants préexistants NS5A ici en rouge, ou lorsqu'on n'en a pas en vert, on a un effet, les dipasvir, sofosbuvir, 12 semaines sans riba, 88 versus 95. Cet effet est atténué pour la même durée si on ajoute de la ribavirine. Vous voyez que ça remonte dans la colonne rouge. Et puis, sur 24 semaines, de la même façon, sans ribavirine, on a un effet de la préexistence de mutation de résistance, 85% versus 100%. Si on ajoute la ribavirine, cet effet disparaît. Donc, pour résumer cette première question, la détection par les techniques qu'on appelle le population sequencing, c'est-à-dire les techniques de séquençage direct qui sont disponibles dans les laboratoires de virologie aujourd'hui, si on détecte des mutants résistants, à baseline, il y a un impact sur le taux de réponse virologique prolongée avec les traitements sans interférons. Les paramètres qui sont importants sur cet impact sont d'une part la proportion de mutants dans la quasi-espèce virale, et je dois dire que ce point est très ennuyeux parce que si vous regardez l'ensemble des études qui sont présentées, il n'y a pas deux études qui ont le même seuil de détection, elles utilisent des techniques différentes avec des seuils de détection différents. Plus vous descendez en seuil, plus vous minimisez l'impact de la résistance, puisque vous allez finir par trouver des variants chez tout le monde. Et c'est une des raisons pour laquelle nos amis de l'industrie nous maquillent parfois un petit peu leurs résultats en disant qu'il n'y a pas de problème. En tout cas, avec le seuil des techniques classiques, on a un impact qui est certain. Et puis le deuxième élément qui est très important, c'est le niveau de résistance qui est conféré par les substitutions. Et le dernier point, c'est que l'addition de ribavirine semble minimiser l'impact de la préexistence des mutants résistants sur la SVR. Deuxième question, qu'est-ce qui se passe chez les malades en échec? Est-ce que ces malades vont sélectionner des virus résistants aux médicaments qu'ils ont reçus? La réponse est oui. On l'avait observé avec Christophe initialement dans notre série de malades qui avait été inclus dans les différents essais thérapeutiques sans interférons, où on a séquencé avant-après. On s'est rendu compte assez rapidement qu'on guérissait certes une majorité de malades, mais qu'on avait un effet relativement délétère chez ceux qu'on ne guérissait pas, puisque leur virus était différent après le traitement, avec, pour les malades exposés à des inhibiteurs de protéase, des mutations, qui sont les mutations attendues en position 36, 155, 80, etc., qui étaient sélectionnées, donc des virus qui devenaient la population majoritaire et qui étaient intrinsèquement résistants aux inhibiteurs de protéase, et même chose pour les malades exposés aux inhibiteurs de NS5A. Alors, depuis, les industriels nous ont rapporté également des données dans leurs essais thérapeutiques. Voilà ce qui se passe chez des patients qui ont un échec après avoir reçu du lédipasvir dans différents essais, ici sans sofosbuvir, mais ce serait pareil avec sofosbuvir. Vous voyez qu'avant le début du traitement, 84% des malades n'ont pas de variant résistant à NS5A détectable, 16% en ont. Au moment de l'échec thérapeutique, tous les malades, à part un, ont une population majoritaire de virus résistants à NS5A, donc exposition, sélection, amplification de la population. Cette population résistante devient majoritaire au moment de l'échec. Même chose sous sofosbuvir lédipasvir. Dans l'étude ION3, des 23 malades qui ont rechuté, 15 avaient des résistants NS5A détectables comme population majoritaire au moment de la rechute. Et parmi ces 15, 9 en avaient déjà baseline, mais 6 n'en avaient pas. Donc vous voyez que la prédictibilité n'est pas extraordinaire. Et puis si on regarde ce qui s'est passé dans les études 3D d'AbbVie, là encore le nombre de malades qui sont en échec n'est pas très important. Il y en avait 7 sur 297 dans Sapphire 2. Mais ces malades en échec avaient des mutations de résistance. Et comme ils avaient été exposés à 3 inhibiteurs, chacun ayant une faible barrière à la résistance, eh bien ces quelques malades avaient des mutations de résistance dans les 3 régions, dans la région de la protéase, dans la région NS5A et dans la région qui est la cible du dazabuvir, donc des virus multirésistants à différentes populations. Donc en résumé, chez la plupart des malades, et en fait, si le traitement est assez puissant chez tous les malades qui sont en échec thérapeutique, qui n'ont pas de SVR après un traitement sans interféron, des virus résistants à un ou plusieurs des inhibiteurs qui ont été administrés sont présents comme l'espèce dominante au moment de la rechute. Troisième question, qu'est-ce qui se passe après l'arrêt du traitement? Est-ce qu'on a un espoir que ces virus résistants vont disparaître ou est-ce qu'ils vont persister forever? Eh bien, la réponse, c'est que ça dépend, et ça dépend des virus résistants, et résistants à quoi?
Pour ce qui concerne les inhibiteurs de polymérase, le premier modèle que je vous ai montré, qui est celui d'une perte progressive de fitness et du retour du virus sauvage, est le modèle adéquat. Et on sait, lorsqu'on suit des malades qui ont été exposés à des inhibiteurs de protéase, qu'au fur et à mesure du temps, ce virus résistant dominant va diminuer en proportion, être progressivement remplacé par un virus sauvage. Et en pratique, il faut, pour le génotype 1, à peu près 1 an et demi pour que tous les malades soient revenus à un état de virus sauvage dominant. Certains vont y revenir plus vite, d'autres vont mettre plus longtemps. Donc vous voyez que c'est quand même un processus relativement lent de décroissance du virus résistant et de croissance du virus sensible. Pour ce qui concerne les inhibiteurs de NS1K, en revanche, les choses sont complètement différentes. On n'avait pas de data, mais on se doutait qu'il y avait un problème. BMS ne nous a pas fourni de data avec le daclatasvir. On a aujourd'hui des data qui ont été présentées à l'ESL par Gilead avec le délipasvir. Et vous voyez ici un suivi de 96 semaines, donc 2 ans après traitement par l'édipasvir, chez les malades qui n'avaient pas eu de sofosbuvir, mais qui avaient eu du lédipasvir. Et vous voyez que la proportion de malades qui gardent ces virus résistants est très importante. Et 2 ans après, on est toujours à 82% de malades qui ont un virus NS1K résistant comme population dominante, ce qui pose des problèmes de retraitement. J'y viendrai dans la dernière partie de la présentation. La même chose a été observée et confirme vraiment ces datas chez les malades qui, eux, ont été exposés à la 3D d'AbbVie, donc exposés à un inhibiteur de protéase, un inhibiteur de NS1K, un inhibiteur de la polymérase non nucléosidique. 24 semaines après traitement, c'est en rouge. 48 semaines après traitement, c'est en vert. Vous voyez que pour les mutants résistants aux inhibiteurs de protéase, 46% des malades les ont toujours. 24 semaines après, ils ne sont plus que 9% 48 semaines. Ça diminue, ça disparaît, on est rassuré. Pour le NS5K, en revanche, ça reste à un niveau très élevé, dominant. Et pour le non-nuc, eh bien, à ma surprise, je constate que la décroissance est extrêmement lente et qu'on peut avoir également un problème avec ces variants résistants qui vont persister. Donc pour résumer, après un traitement sans interféron, les variants résistants aux inhibiteurs de protéase disparaissent progressivement avec la technique de séquençage des populations, donc de séquençage direct, et sont remplacés progressivement par des virus sauvages, c'est-à-dire le virus sensible. En revanche, les virus qui sont résistants aux inhibiteurs de NS5K et au dazabuvir vont persister pendant des années, peut-être pour toujours, en tout cas certainement pour toujours dans la majorité des malades, et ils persisteront comme une espèce dominante, et ça va nous poser des problèmes de retraitement parce que notre armamentarium thérapeutique n'est pas extrêmement développé finalement. Alors la question du retraitement se pose évidemment chez des malades qui ont été traités par un régime sans interféron, qui ont des mutants résistants, et la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et à cette question, la réponse est extrêmement difficile, et je suis sûr que ce sera un des éléments de la discussion tout à l'heure. Les seules datas qui ont été présentées sont des datas d'assez médiocre qualité. C'est le papier qui a été présenté par la WITS de retraitement de malades qui ont échoué après 8 à 12 semaines de lédipasvir, sofosbuvir, et qui ont été retraités avec le même traitement, ce qui n'a aucune logique, mais pendant une durée plus longue, 24 semaines, et sans ribavirine. Et vous voyez ici que les taux de réponse n'étaient pas exceptionnels. La cirrhose ne semblait pas avoir une influence importante. La durée du traitement préalable en avait une, en tout cas. On pouvait bien retraiter par plus longtemps les malades qui avaient été traités 8 semaines, mais les échecs de 12 semaines n'ont pas bien répondu à 24 semaines. Et puis évidemment, la présence à baseline, au moment où on redémarre le traitement de ces mutants résistants, a eu un impact très important. Et c'est la présence de ces mutants résistants chez les malades qui sont retraités qui est responsable des taux de réponse extrêmement faibles. Et avec évidemment quelques spécificités, vous ne serez pas surpris de constater que le nombre de mutations présentes jouait un rôle. Donc ceux qui avaient le plus de mutations avaient le taux de réponse le plus bas, et également le type de mutation et le niveau de résistance qu'elles confèrent, avec les taux de réponse plus bas pour les mutations en position 93 qui sont les plus résistantes. Alors on s'est posé la question au moment de l'écriture des guidelines de l'ESL, et on a fait une réponse un peu jésuitique, qui est la suivante. On a mis un chapeau qui disait « Ces recommandations sont fondées sur des évidences indirectes et sujettes à changement », ce qui est une façon de dire qu'on n'en a absolument aucune idée et qu'on est parti de façon totalement intuitive sur ce qui nous semblait raisonnable en l'absence de data. Et la recommandation qui a été faite est la suivante. Il faut retraiter ces malades, toujours avec du sofosbuvir, avec 1 ou 2 autres inhibiteurs, si possible sans résistance croisée avec ceux qui ont déjà été administrés. Donc si le malade a été traité avec un NS5K, retraité avec sofo protéase. S'il a été traité avec protéase, retraité avec sofo NS5K.
ajouter de la ribavirine et traiter 12 à 24 semaines, mais certainement 24 semaines pour F3, F4. On n'a pas de data pour valider ça, et il va falloir les générer. Il me semble qu'en France, on aurait la possibilité de les générer de façon intelligente. Le tout dernier point, très brièvement, qui est l'utilité des tests de résistance. Je l'ai résumé en une diapositive car je n'ai pas de conclusion là-dessus et je pense que c'est vraiment un élément de notre discussion tout à l'heure. Premier élément à prendre en compte dans cette discussion, les tests ne sont pas standardisés. Il n'y a pas de tests commerciaux disponibles, donc chacun bricole dans son coin, il n'y a aucune standardisation, aucune homogénéité de la sensibilité des tests. Donc aujourd'hui, c'est techniquement compliqué. C'est pas facile, c'est grandes régions amplifiées. Il n'y a pas de petites PCR pour des petits bouts de mutation qui se battent. Donc ce n'est pas simple. Le best timing pour le faire, avant le début du traitement, je ne pense pas, mais c'est discutable. Les taux de réponse virologique prolongée sont très importants. Implémenter un dépistage systématique des mutations de résistance risque de limiter l'accès au traitement, de compliquer les choses. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'augmenter l'accès au traitement. Au moment de la rechute, ça ne sert à rien parce qu'on sait que les malades ont virus résistants. Au moment du retraitement, ça sert certainement. On le fait de façon systématique. On a des RCP passionnantes avec Christophe où on sort de là en se disant que finalement, ça ne marche pas du tout parce qu'on discute que les malades qui sont en échec. Nous avons l'expertise pour discuter sur la base des mutations, je pense. Je ne suis pas certain que tous les centres aient toute l'expertise pour discuter là-dessus. Donc, ce qui est très important, à un moment, c'est de produire des guidelines d'interprétation des mutations de résistance et également des guidelines pour les décisions de retraitement. Et ces guidelines, on est loin de pouvoir les produire parce que nous n'avons pas les datas qui nous permettent de les produire, ce qui est un problème pour l'implémentation en pratique quotidienne. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je veux juste vous rappeler pour finir la création de l'Observatoire national de la résistance du VHC aux antiviraux directs dont va s'occuper Stéphane Chevalier, qui aura beaucoup plus de temps maintenant qu'il est professeur, et rappeler à ceux qui ne sont pas encore sur Twitter que je les attends. Je vous remercie.